Donc, on est présentement avec Siavash Rokni, doctorant en communication à l'UQAM, qui étudie la musique populaire en Iran et aussi animateur de Les Voix de l'Iran à l'hiver à CISM et aussi artiste, musicien et un paquet d'autres affaires. Salut Siavash, comment ça va? Un paquet d'autres affaires. Bonjour Gabriel, ça va toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on t'a invité pour... en fait, on s'est rencontrés au lancement de la saison d'été de CISM. Tu m'as fait un pitch pour... Oui, j'ai fait un pitch comme en fumant une cigarette à l'extérieur de bar. Puis ouais, c'est ça. On a parlé un peu de l'ambiguïté. Moi, je voulais parler de l'ambiguïté avec toi parce que toi, t'as parlé de ton émission qui porte sur la philosophie, puis des différentes théories, puis j'ai proposé cette idée-là. Ouais, c'est quelque chose qui m'a quand même interpellé pas mal, parce que on va intégrer dans la discussion des éléments d'épistémologie, d'ontologie et aussi politique, et des trucs quand même assez actuels. Oui, absolument, absolument. On va rentrer dans le vif du sujet, j'imagine. Quand on parle d'ambiguïté, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ben en fait, c'est ça qui est intéressant avec l'ambiguïté, c'est que comme normalement l'ambiguïté est présentée par rapport d'une situation, fait, par rapport d'une connaissance. Et donc tu fasses une situation ambiguë quand tu sais pas exactement si c'est une chose ou l'autre. Fait que on est dans une paradoxe de un ou l'autre. Il y a comme un flou. Oui, c'est ça. Mais si on rentre dans les racines de mots, en bi, le bi, c'est comme binaire, dans la binarité. Mais le mot ambi, par exemple, on a ambiance aussi. Le mot ambi, c'est autour, ou alentour. Et donc, avec l'ambiguïté, une présentation de l'ambiguïté, c'est par rapport d'une binarité, de ne pas connaître exactement si c'est un ou l'autre. Mais l'autre façon d'y penser, c'est de réfléchir par rapport du fait que c'est dans une ambiance. Et donc, c'est dans une, oh mon Dieu, il y a un camion qui vient passer. Mais oui, c'est vraiment comme les connaissances alentour de quelque chose, de quelque chose ou quelque sujet. Fait que c'est dans la philosophie, dans le texte philosophie, des fois il parle de comme and or versus versus juste comme avec ou comme ou juste o, c'est ça. Fait qu'essentiellement c'est de l'incertitude à place d'avoir une réponse exacte. Ouais, c'est intéressant parce que par exemple Derrida fait une distinction assez claire de différence entre ambiguïté versus incertitude. Fait que lui, il préfère le mot incertitude versus ambiguïté pour utiliser. Et l'autre chose qui est intéressant, c'est que dans la littérature, normalement, on a beaucoup qui est écrit sur l'ambivalence plutôt que l'ambiguïté. Fait que puis l'autre partie que je voulais parler, c'est comme oui, on a le ambi, puis guité, ça vient de guérir ou gérer, c'est de faire. Donc oui, c'est ça, c'est comme il y a une action aussi dans l'ambiguïté qui est intéressante, même si c'est une action. Est-ce que c'est une action de savoir un ou l'autre? On sait pas exactement. C'est vraiment comme un mot quand même particulier. Oui, c'est ça. Un mot qui est comme riche en signification. Mm-hmm. Absolument, absolument. Tu mentionnes l'ambivalence, j'imagine on va en parler un peu plus tard. L'ambivalence, c'est quelque chose qui est plus personnel. C'est la réaction d'une personne face à un événement, une situation, un phénomène. Ben absolument, c'est ça. Puis ambivalence est vraiment comme
beaucoup plus étudié puis comme utilisé que l'ambiguïté dans la littérature. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un des caractères de l'individualisation puis dans une société capitaliste, c'est le rapport ambivalent envers la réalité, la société, etc., etc. Et donc c'est pour cette raison que ces mots et ces termes est beaucoup plus comme recherché et comme utilisé que l'ambiguïté. Parce que dans une société capitaliste, le système, j'imagine, renforce l'ambivalence parce que ça empêche un peu comme, tu sais, pas que ça empêche, mais les gens ils se sentent moins aptes à agir concrètement face à certaines situations, j'imagine. Absolument, c'est ça, exactement. Mais l'ambiguïté, on va aller dans la profondeur, mais l'ambiguïté, c'est un mot qui qu'on utilise pas beaucoup pour certaines raisons. Et si, par exemple, on parle de l'ambiguïté, une des raisons pour laquelle, par exemple, on n'utilise pas l'ambiguïté ou comme on a un rapport assez bizarre avec l'ambiguïté, c'est que on veut fuir de l'ambiguïté. Donc, les sciences, le principe de science, c'est d'éviter l'ambiguïté. C'est comme le processus de science. De faire de la science, c'est de désambiguifier quelque chose. C'est fait qu'on est obsédé toujours à ne pas avoir une ambiguïté. Fait que dès qu'il y a une ambiguïté, il faut qu'on le résoudre. Et ça, c'est l'autre chose qui est intéressante avec l'ambiguïté. J'imagine qu'on va rentrer un peu dans la section épistémologie de l'ambiguïté, vu qu'on parle de science. Ouais. Parce que, moi, j'ai choisi le nom de mon émission Épistémia parce que je trouvais que ça sonnait cool. Ouais. Je sais pas si j'avais raison. J'ai pas vraiment de grande notion d'épistémologie, sauf que c'est quand même intéressant, tu sais. Parce que ce que tu dis, quand on parle d'épistémologie, c'est la science du savoir. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on sait quelque chose? Fait que c'est une étude critique de la science, puis l'ambiguïté et son rapport à la science, comme tu l'as exprimé il y a quelque temps. C'est de vouloir réduire l'ambiguïté. La science veut réduire l'ambiguïté. Ouais. Mais c'est le texte. En fait, le texte vient l'idée vient de Donald Levine, un philosophe qui a écrit un petit bouquin de collection des essais, des articles qui s'appelle The Flight from Ambiguity, Essays in Social and Cultural Theory. Puis dans ces livres-là, il y a un article qui est dédié à cette idée de fuir de l'ambiguïté, et il explique comment à partir de 18e au 17e siècle, où on commence en Europe d'avoir de sciences pures, des idées autour de comme qu'est-ce qui est la science, on commence à fuir de l'ambiguïté, puis soit on le ridicule, fait que si quelqu'un veut comme rester dans l'ambiguïté, par exemple avec littérature, on dit que ouais, la littérature n'est pas la science, parce que c'est comme de respecter puis d'apprécier l'ambiguïté, c'est un problème qui rend une pratique non scientifique. Fait qu'une pratique artistique n'est pas scientifique parce que ça apprécie, il y a une appréciation pour l'ambiguïté. Tandis que, par exemple, biologie ou comme une science pure devient une science parce que sa job, son travail, c'est vraiment de désambiguifier le savoir. Mais c'est quand même intéressant, juste petite parenthèse, ce qui fait le plaisir de l'art, c'est justement l'espèce de... On parle souvent d'ambiguïté quand on parle d'art ou de récit, parce que ça permet aux spectateurs de s'imposer un peu dans ce qui est présenté, puis de se trouver, puis de s'identifier, de s'inventer aussi des liens avec ce qui est montré. Puis il y a un pouvoir dans cette utilisation de l'ambiguïté, parce que
par exemple, une histoire qui termine dans une situation ambiguë pousse le spectateur à visionner, à imaginer le fin de l'histoire. Et donc, ça devient une perspective ça devient la décision ou comme la responsabilité de spectateur de décider comment terminer ou comment interpréter le fin d'un film ou comme d'un livre, d'un roman, etc., etc. Puis ça donne certains pouvoirs à le spectateur, à la personne qui lit le texte, à la personne qui lit la poésie, etc., etc. Puis il faut jamais oublier que par exemple l'ambiguïté est toujours utilisée aussi d'une manière comme de créer un air incertain. Par exemple, Lenny Bernstein, par exemple, le compositeur puis chef d'orchestre, lui, il a fait une lecture, une conférence sur le rapport entre la musique puis l'ambiguïté. Puis dans ce rapport-là, il parle, par exemple, de fait que dans le deuxième partie, je pense, ou troisième partie de Symphonie 5 de Mahler, le Adagietto, on entend comment les clés de commencer les clés de Adagietto ne commence pas tout de suite. Fait on est dans une ambiguïté sonore. Et donc on peut y penser aussi d'une manière de développer, de laisser un air un air ambigu pour ensuite introduire le sujet ou comme dans ce cas-là, dans la symphonie de Mahler, les clés de pièces orchestrales aux spectateurs. Il y a beaucoup de rapports de donner le pouvoir aux spectateurs, mais aussi avoir le pouvoir de manipuler l'expectation, les différentes expectations des spectateurs. Oui, c'est ça. Je voulais le garder ça pour un peu plus tard parce que j'imagine c'est la section ontologie peut-être un peu plus là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je vais poser la question tout de suite là. Ça joue avec les attentes du spectateur. Oui, c'est ça. Ça joue avec les attentes des spectateurs, exactement. Puis dans la poésie, c'est la même chose. C'est en utilisant l'ambiguïté que tu crées cette tension pour ensuite développer les différentes attentes de spectateur ou quelqu'un qui lit la poésie. Juste pour revenir un peu à l'épistémologie, c'est comment est-ce qu'on tente de résoudre le problème de l'ambiguïté d'une manière scientifique? Ben normalement c'est par désambiguification, fait par le processus d'éliminer les options qui ne sont pas qui rendent une situation ambiguë, une connaissance ambiguë moins ambiguë. Et donc on décide que la réalité est ça versus ces trois autres options qui sont là. Et c'est par rapport d'élimination qui est comme c'est par le processus d'élimination qui arrive ça. C'est donc quand tu fais une expérience qui tu as un résultat, puis tu essaies de reproduire le résultat. Donc la désambiguification, c'est au cœur de ce qui est l'expérience comme scientifique et peut-être même épistémologique. C'est donc absolument. Mais on voit qu'avec par exemple les théories postmodernistes, on est vraiment dans une autre phase où on apprécie l'ambiguïté. Ce n'est plus une situation où on est toujours dans les sciences pures et on est toujours dans cette
espace de respecter seulement les sciences pures. Fait que, oui, ça commençait avec une comment on dit, une critique envers l'ambiguïté, mais avec des philosophies plutôt postmodernes. On apprécie, comme il y a une appréciation pour l'ambiguïté aussi dans la littérature, comme dans la philosophie de Deleuze, Guattari, ou de même Derrida, etc., etc. J'imagine qu'on va rentrer un peu dans la partie ontologie avec ça. Quand on parle d'ontologie, moi, l'ontologie, c'est un mot que je vais revoir dans le dictionnaire comme à chaque 6 mois. C'est comme, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Mais c'est drôle parce que, en fait, une chose qui est intéressant avec les langues latines en général, c'est que les langues indo-européennes souvent sont des langues qui sont obsédées par être et avoir. Le verbe être et avoir dans n'importe quelle langue indo-européenne qu'on regarde sont des exceptions. Comme en hindi, en turc, comme dans toutes les langues latines. Même en anglais, is. D'où ça vient, c'est is PR. La langue anglaise, c'est une langue qui est assez rigide avec ces verbes, mais quand ça vient avec être et avoir, c'est toujours comme il y a cette exception de mettre en valeur le être et avoir. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que ontologie vient de compréhension de soi. Donc, et pour comprendre le soi, le être est vraiment au centre de tout. Et donc, c'est la raison pour laquelle chaque grand philosophe comme occidental, soit Sartre, soit Heidegger, soit plein d'autres, on un livre qui commence par être, soit être néant, soit être ça. Et l'ontologie pour moi, c'est vraiment comme la compréhension de l'être, de ce qui est être. Et c'est intéressant parce que dans la langue arabe, par exemple, c'est le faire qui est plus central. Fait comme si tu veux conjuguer n'importe quoi, le base de compréhension de conjugation est enseigné avec le verbe faire. Puis ensuite, on conjugue d'autres verbes et tout ça. Fait que déjà, on est dans une worldview assez comme différent où le worldview de philosophie comment on dit, qui proviennent de langues indo-européennes, c'est vraiment basé sur l'être. Tandis que comme avec les philosophies des autres langues, des autres racines de langues, on est dans une différente situation. On est par exemple dans le faire, etc., etc. Mais reste que l'ontologie, c'est le rapport de soi avec l'existence. C'est la question fondamentale qu'on se pose dès qu'on a des enfants, puis à partir de qu'on devient adulte, on l'oublie, puis avant qu'on meure, on recommence à poser la même question qu'on a posée quand on était jeune. Ouais, c'est un peu comme ça que je l'avais compris, c'est le rapport du soi au monde. Quand je dis soi, c'est bien sûr, c'est comme le rapport de l'homme pour utiliser ontos, c'est comme ça veut dire homme, je pense en latin. Donc ouais. Pour utiliser quelque chose de plus inclusif, on peut dire l'humain, le rapport de l'humain au restant du monde, à l'univers, j'imagine. Oui, absolument. Fait qu'on parle de, comme, c'est quoi ton ontologie à toi? Est-ce qu'on peut y aller d'une manière très personnelle aussi? Oui, absolument. Mais si on veut, parce que comme moi, c'est comment j'envisage
comment on dit, l'ambiguïté, c'est d'un côté un rapport épistémologique et de l'autre côté un rapport ontologique. Dans le rapport épistémologique, on a cette idée de, par exemple, une connaissance, comme un savoir, comme comme il y a une ambiguïté par rapport de la musique de Mahler, par exemple. Ça, c'est vraiment comme un rapport comme épistémologique du côté d'aller voir les notes que Mahler met à la place. Mais il y a un rapport ontologique parce que Mahler nous donne un sentiment personnel dans notre corps qui nous laisse dans une ambiguïté comme d'être dans sa musique. La même chose arrive avec la littérature, la même chose arrive avec le peinture, comme l'art en général. Donc, avec l'art, nous avons d'un côté un rapport épistémologique avec ambiguïté, mais aussi un rapport ontologique parce que ça nous touche le sentiment. Mais si on va aller au-delà de ça, il y a une autre façon de réfléchir à l'ambiguïté puis ontologie. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ben, je voulais juste dire deux affaires avant de continuer. Oui. C'est que là, je pense que je comprends qu'est-ce que tu veux dire par épistémologie puis ontologie. C'est que ton rapport à l'ambiguïté d'une manière épistémologique, c'est de l'information. C'est à quel point est-ce qu'on sait que l'information qu'on a est exacte. Exactement, c'est ça. Et quand on parle de le rapport ontologique à l'ambiguïté, c'est tout ce qui est tout le champ intérieur. Donc dans le corps, oui, c'est ça. C'est un sentiment corporel. C'est ça, c'est psychologique, c'est personnel, c'est inscrutable par les personnes extérieures d'une certaine manière. Oui, c'est ça, exactement. Mais en même temps, si plusieurs personnes ont le même type de sentiment, ils vont avoir un sentiment partagé de l'ambiguïté aussi. Ouais, c'est ça. J'arrive à ce point-là. Juste pour être sûr, épistémologie, ambiguïté, c'est facteur externe. Épistémologie, ontologie, c'est facteur interne. Interne. On peut dire ça, oui. Et tantôt, quand on parlait de comment le rapport des personnes à, mettons, une œuvre culturelle, puis les attentes que les gens ont, mais ces attentes-là vont être différentes pour les personnes, tout dépendant de la culture de laquelle ils proviennent. Absolument, oui. 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 Donc, l'expérience ontologique de l'ambiguïté devient différente pour chaque personne. Même si épistémologiquement, l'ambiguïté est la même forme d'ambiguïté dans l'extérieur de corps. Exactement. Donc, c'est pas pire. C'est très intéressant. Parce que l'ambiguïté épistémologique, c'est de l'information que tout le monde peut scruter. L'ambiguïté ontologique, c'est le rapport d'une personne à cette information-là, tout dépendant de son vécu, que ce soit sa langue, sa culture, etc., etc. Exactement. Puis là, comme on peut parler, par exemple, de l'ambiguïté par rapport de comme le rapport de pouvoir avec l'ambiguïté, parce que l'ambiguïté a beaucoup de pouvoir. La personne qui impose ambiguïté envers quelqu'un peut imposer un pouvoir, puis peut créer des situations ou des sentiments désagréables dans le sentiment de la personne qui expérience l'ambiguïté. Je peux parler par exemple des sentiments des immigrants par exemple qui
n'ont pas une réponse claire de gouvernement, puis ils doivent attendre pour avoir une réponse de si leur papier est accepté ou non. Ils sont mis par l'administration de pouvoir dans une situation de limbo, comme en anglais on dit limbo, mais cette situation-là, c'est un sentiment ontologique de l'ambiguïté par rapport d'une force externe, par rapport d'une épistémologie, comme une ambiguïté épistémologique. Donc, nous avons une ambiguïté ontologique qui est dans notre corps, le fait qu'on ne sait pas si on pourrait rester dans ce pays, etc., etc., mais c'est à cause d'une ambiguïté épistémologique qui est comme, par exemple, l'institution d'immigration. Ouais, puis ça me fait juste penser j'ai écouté une vidéo YouTube politique récemment. Ah oui, ok. Ouais. Parle-moi. C'était sur, en gros, les changements climatiques et l'avènement du fascisme un peu. Oui. Puis ce que tu dis en tant que le pouvoir de l'ambiguïté sur comme l'expérience d'immigration. Ben, dans la vidéo que je regardais, c'est apparemment l'Australie a utilisé des genres de comme des simili-camps de concentration pour comme immigrants, pour des personnes qui vivaient des situations de comme des crises climatiques, puis ils voulaient comme immigrer en Australie, puis ils ont comme dompé sur une île. Oui, oui, ça existe toujours cette île-là. Ouais, tu sais de quoi je parle. Oui. Je sais exactement de quoi tu parles, oui. Oui, puis ça, c'est comme, cette situation est vraiment un enfer parce que il y a des gens qui vivent là pendant des années, pendant des décennies. Puis, récemment, il y a quelques années, il y a une personne immigrante qui a écrit un livre de ses expériences dans cette limbo, dans cette ambiguïté ontologique, ce que j'ai dit, par rapport de sa vie immigrante dans cette île. C'est un Iranien court, je pense, qu'il a écrit un livre qui a eu un grand prix, qui a gagné un grand prix, mais lui, il ne pouvait pas sortir de l'île pour comme recevoir son prix même. Ouais. Puis c'est à noter que, d'après ce que j'ai compris, cette position d'ambiguïté-là imposée aux personnes sur cette île-là, c'était by design. C'est manufacturé pour garder ces personnes-là dans ce sentiment d'ambiguïté-là. Infliger une violence à ces gens-là pour les faire retourner dans leur pays puis faire en sorte qu'ils n'émigrent pas en Australie. Oui, donc, absolument. L'ambiguïté en tant que violence. Ben, absolument, c'est une force. L'ambiguïté a beaucoup de pouvoir. Comme l'utilisation de l'ambiguïté, par exemple, dans mes études, moi je parle de l'ambiguïté de ministre de la culture iranienne par rapport de la musique. Ok, il y a un ministre de la culture en Iran qui doit vérifier toutes les œuvres artistiques qui vont être, toutes les œuvres en fait, qui vont être publiées ou distribuées publiquement dans le pays. Et cette ministre de la culture n'a aucun bouquin qui dise exactement ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté. Et donc, c'est une jeu entre les musiciens puis le ministre de la Culture. Le musicien envoie leur musique, le ministre de la Culture dit non, c'est pas accepté parce que ça n'accorde pas les valeurs islamiques. Mais qu'est-ce qui est les valeurs islamiques? On ne sait pas. Les valeurs islamiques changent à chaque décennie. Dans les années 90, les valeurs islamiques étaient ça parce que ça profitait le gouvernement d'une certaine façon. Dans les années 2000, les valeurs islamiques ont changé un peu. Maintenant, on a plus de souplesse par rapport de certaines pratiques musicales. Dans les années 2010, c'est une autre chose. Fait comme c'est toujours. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est d'un côté, puis ça c'est une autre beauté de l'ambiguïté, que comme ça pousse les gens à être plus créatifs dans leur façon de créer, mais ça renforce certains comme
incertitude corporelle dans le corps de musiciens iraniens où il sait jamais à quel point ils vont avoir une réponse de gouvernement. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 10 ans. Puis l'autre côté, ça fait que t'es dans le limbo disons que comme le gouvernement dit oui, t'as 6 mois à 10 ans pour qu'on décide sur ton offre. Puis mais on va même jamais dire quand on va décider. Puis l'autre côté, c'est on a aucune règle fixe écrite sur un papier qui va déterminer ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté. Fait que ça, c'est une imposition de pouvoir assez fort quand même. L'ambiguïté, ça existe d'une manière épistémologique et ontologique. Mm-hmm. C'est une incertitude ou aussi une ambivalence par rapport à comme des facteurs externes et aussi des facteurs internes. Mm-hmm. Quand on parle de l'ambiguïté d'une manière épistémologique, c'est qu'on a de l'information sur laquelle on est incertain de qu'est-ce qui est vrai ou pas. Mm-hmm. Quand on parle de l'ambiguïté ontologique, c'est les effets de cette incertitude-là sur les corps qu'on a. Mm-hmm. Sur nos sentiments, c'est pas juste corps, mais sur nos sentiments, sur notre psychologie, notre façon de vivre, etc., etc. Oui. Donc, le but de t'inviter à l'émission, c'était pour parler de l'ambiguïté comme doctrine politique. Donc, l'imposition de l'ambiguïté par des gouvernements. Spécifiquement, vu tes origines, tu voulais parler de l'ambiguïté comme doctrine politique en Iran. Oui, absolument. Puis, vu ton champ de création, c'est spécifiquement l'imposition de ça sur les musiciens. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe en Iran pour que l'ambiguïté soit quelque chose de profitable pour un gouvernement? Oh mon Dieu. OK. Moi, je vais commencer un peu avant avec une personne que tu connais, mais on va pas voir les références comme pertinentes, mais attends-moi. Non, pas Nixon, Kissinger. Henry Kissinger. Henry Kissinger, durant sa vie politique, a créé une idée qui s'appelait constructive ambiguity, l'ambiguïté constructive. Qu'est-ce qu'est ambiguïté constructive? C'est que dans les textes des accords avec certaines instances gouvernementales, certains pouvoirs, dans le cas de Kissinger, l'entente entre Israël puis Palestine, on met de l'ambiguïté par exprès. On met l'ambiguïté par exprès parce que l'ambiguïté amène interprétation et dans la future, nous allons avoir une opportunité de revenir sur le texte et d'interpréter le texte d'une autre manière. Tu vois? C'est vraiment, vraiment important ça. Pourquoi? Parce que l'ambiguïté constructive, ça peut être fait par exprès ou ça peut être fait par hasard. Le fait par exprès, c'est par exemple dans les accords entre différents instances gouvernementales. L'effet pas par exprès, c'est par exemple dans le marketing politique. Pourquoi
comme le mot espoir a été un mot clé dans les campagnes de politique de Obama, parce que espoir pouvait dire n'importe quoi, plein de choses pour chaque personne. On parle de symboles vides des fois. C'est cette idée que on met on plaque un symbole qui est vraiment généralisé et chaque personne fait sa propre interprétation. Mais ça, c'est un pouvoir politique aussi. Make America Great Again. C'est quoi cette affaire-là? Great, great de quoi? Comme des années, comme durant la guerre Vietnam, comme dans les années 30, dans les années 50, mais c'est une phrase ambiguë. Make America Great Again. Mais ça a une force de pouvoir assez puissante. Parce que ça rassemble. Je pense que le mot à utiliser ici, ça serait c'est comme syncrétique. C'est du syncrétisme dans le sens où ça collige ensemble un paquet de comme idées du passé qu'on a. Ouais. C'est j'ai pas lu le texte au complet, mais Umberto Eco, quand il parle de fascisme, c'est une de ces 10 ou 12 de points dans comme l'émergence du fascisme. C'est que t'as le syncrétisme de comme c'était mieux avant, on adapte des mythes à la réalité politique, puis on essaie d'imposer ça comme vision du futur aux personnes qui sont malfamées. Absolument. Puis cette vision de comme c'est vraiment intéressant parce que dans ce contexte-là, c'est rappel à nostalgie par ambiguïté. Comme on construit quelque chose, une phrase très ambiguë qui fait rappel à certaines nostalgies, certaines mémoires nostalgiques de ce qui est comme great, par exemple. Et ça a une force de pouvoir. Dans le contexte iranien, d'ailleurs, il faut dire que la langue perse est une langue qui n'a pas de genre. Et donc, on a j'ai, tu, la troisième personne, vous, nous, la troisième personne plurielle. Mais la troisième personne n'a pas un genre. Et donc, déjà, nous sommes dans une ambiguïté. Nous sommes dans une ambiguïté assez intéressante parce que, par exemple, dans la poésie iranienne, nous avons, par exemple, Shams Tabrizi, qui, pour certaines personnes, il était un homme gay qui a écrit des poésies comme pour son amant. Mais de notre côté, quand le gouvernement iranien a introduit les poésies de Shams Tabrizi dans notre école secondaire, cette personne qui était l'amant de Shams Tabrizi, c'était le dieu. Parce que on ne sait pas c'est qui cet amant ou comme cette appréciation de cette entité. On peut pas dire même personne, ça peut être une entité aussi, c'est dans une ambiguïté. Moi, je m'attendais à ce que tu me dises mais à la place d'être un autre homme, ils l'ont redessiné comme femme. Mais non, ça va encore plus loin que ça. Non, ça va plus loin que ça, c'est ça. C'est ça. C'est parce que comme même l'amour, comme le gouvernement iranien a un problème assez profond avec le concept de l'amour. C'est comme nous avons un amour, mais on n'exprime pas l'amour entre les êtres humains, mais on exprime toujours l'amour avec les dieux ou avec les imams, etc., etc., etc. Ça c'est un côté. De l'autre côté, au début de la révolution iranienne, juste avant la révolution iranienne, l'idéologie qui a été développée, ça a été de reprendre les vocabulaires marxistes pour les plaquer sur des concepts islamiques. Par exemple, le peuple devient le mellat.
comme l'injustice devient ça. Fait comme ils ont fait un parallèle en utilisant comme l'ambiguïté dans le mot, par exemple peuple, qui est peuple, en le plaquant sur le concept islamique, en disant que l'islam c'est un mouvement qui est un mouvement pour le peuple mustaz'af, pour le peuple pauvre, fait que le classe ouvrière. L'islam sert les classes ouvrières, tu vois, mais ce n'est pas classe ouvrière, c'est pas le working class, c'est mustaz'af. C'est des personnes qui sont dans des situations comme de pauvreté. Tu vois, mais ça plaque, comme ça a été plaqué, ça c'était comme l'idéologie qui a été commencée. Donc, d'un côté, le gouvernement vient avec comme cette plaque des idées que nous travaillons pour les personnes, les classes ouvrières, etc., etc. De l'autre côté, ils devaient, comme par exemple, synchroniser leur façon de régimenter le gouvernement avec les idées islamiques. Et donc, par exemple, ils ont commencé en disant que toutes les musiques sont comme interdites. Dans les années 80, Khomeini vient dans la radio puis il dit que la musique c'est comme l'opium. Il faut éviter la musique puis il faut éviter que les jeunes écoutent la musique. Là, on voit tout de suite d'après que ils voient comme Khomeini vient de dire ça, mais ils ont besoin d'utiliser la musique. Et là, comme ça vient avec l'ambiguïté. Mais l'explication c'est pas toutes les musiques, c'est la musique au service de gouvernement. Mais qu'est-ce que ça veut dire au service de gouvernement? Au service de peuple. Au service de l'islam. Mais qu'est-ce que ça veut dire au service de l'islam? Fait que tout de suite, ce qu'on voit, c'est l'utilisation de l'ambiguïté pour faire des manœuvres de différentes façons par le gouvernement, de s'ajuster puis de s'adapter au changement sociétal puis au changement politique, culturel, économique dans le pays. Si je comprends bien, quand le gouvernement cible la musique, je me posais la question, c'est comme, mais pourquoi la musique? Mais c'est pour se permettre de comme un peu pas réglementer, mais contrôler la culture, essentiellement. Absolument, absolument. Ça c'était vraiment le début. On avait une révolution culturelle au début des années 80 où ils ont fermé les universités pour 2 ans, puis ils ont changé le curriculum de toutes les bouquins des universités puis des écoles secondaires, des écoles primaires. Ils ont tout changé. Ils ont tout comme coupé certaines choses qu'ils ne voulaient pas, comme non, on parle pas de Freud avant l'université, par exemple. Des choses comme ça. Mais une chose qui est arrivée dans les années 80, c'était cette idée de maslahat. Puis maslahat, c'est quoi? Ça dit que c'est un concept assez comme puissant pour le gouvernement iranien, parce que il disait que notre but est de développer un worldview, une idéologie islamique que les autres pays dans le monde peuvent comme copier, etc., etc. Mais pour rejoindre pour aller vers ce but-là, il faut des fois changer nos attitudes pour s'adapter
comme s'adapter la société, les règles aux choses qui arrivent. Et donc, par exemple, l'idée, c'est maslahat al-nizam. Fait que pour le bien-être de régime, ça c'est vraiment littéralement bien-être de régime. Pour le bien-être de régime, nous allons comme changer le règlement par rapport de telles choses culturelles, aux telles choses culturelles, aux telles choses politiques. Même si ce n'est pas dans le texte islamique, même si il y a un désaccord avec le texte islamique, mais pour le bien-être du régime, on va faire ça. Fait que tout de suite, on rentre dans l'ambiguïté de pouvoir. Tu voulais dire quelque chose? Je me posais juste la question si ces changements-là opéraient d'une manière explicite ou si c'est quelque chose qui est caché par comme derrière les portes du gouvernement. Non, c'était explicite parce qu'ils ont créé un instant gouvernemental qui était responsable de décider pour le bien-être du régime. Fait comme ils ont créé un instant gouvernemental où ils disaient comme oui, on sait que cette loi-là c'est contre l'islam, mais pour le bien-être de régime, de système, on va les passer. C'est très intéressant ça parce que tu t'imagines que les gouvernements qui veulent garder le pouvoir vont cacher ces genres de trucs-là, surtout quand c'est basé sur des doctrines rigides. Là, ce que mais tu dis... c'était ça. C'est comme, à travers l'ambiguïté, ils ont créé la flexibilité pour le régime à continuer. Ouais. Parce que s'ils voulaient rester avec la rigidité qu'ils ont créée dans les années 80, ils n'étaient pas capables de continuer. Ils devaient s'ajuster constamment. Puis c'était à travers les doctrines de maslahat al-nizam, le bien-être du régime, qu'ils ont réussi à comme dire « Oh, mais peut-être ici on change un peu, puis peut-être ici on change un peu. » Mais dans le milieu culturel, puis dans le milieu musique, je sais pas combien de temps on a, mais je vais rentrer dans le milieu musique parce que ça c'est vraiment comme ma recherche en tant que telle. Comme je t'avais dit, le gouvernement iranien a créé un instant, le ministre de la Culture, ben en fait c'est le ministre de discipline islamique puis culture. Déjà dans le titre t'as comme les disciplines, discipline islamique et la culture. Mais ces ministères-là, sa responsabilité est toujours de vérifier les œuvres d'art, les journaux par exemple. Tous les journaux doivent passer à travers ces ministères-là. Et ces ministères-là, comme a vraiment comme changé des années 80 jusqu'à maintenant. Puis ça a été changé à travers cette idée de rester dans l'ambiguïté et toujours comme faire des différentes manœuvres pour s'ajuster, pour être capable de rejoindre la culture quotidienne et de l'iranienne, la culture populaire iranienne. Donc comment est-ce que l'ambiguïté fonctionne dans ces instances-là? Ben en fait, comment ça fonctionne, c'est d'un côté, le gouvernement est dans l'ambiguïté parce que les personnes qui sont des décideurs n'ont pas des directives claires. Mais en même temps, ils ont la responsabilité de répondre à certaines ententes qui n'est jamais dit de manière claire. De l'autre côté, il n'y a aucune directive pour les artistes iraniens. Et donc, ce qui arrive est que les artistes iraniens disent, OK, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire? Ils envoient leur musique, puis la musique, la section de musique c'est un côté, la section de paroles c'est dans l'autre côté. Fait que c'est deux instants qui décident si la parole est bonne, si la musique est en accord avec les lois islamiques, etc., etc. Et donc, j'ai expliqué
l'ambiguïté ontologique puis le problème d'ambiguïté ontologique qui arrive avec les artistes. Et donc, comme ils sont toujours dans cette ambiguïté-là. Mais ce qui a sorti, par exemple, de cette ambiguïté-là, c'était la musique fusion. Où il disait, bon, le gouvernement n'accepte pas la musique rock de manière claire. Mais moi, j'aime la musique rock. En même temps, le gouvernement accepte de manière très claire les instruments puis la musique traditionnelle iranienne. Et donc, moi, comme artiste, ce que je peux faire, c'est de mélanger la musique rock avec des instruments traditionnels pour créer une musique qui est dite Talfiri. Et là, la musique, l'esthétique de musique devient plus acceptable pour le gouvernement. Il y a une négociation qui arrive là. Il y a une négociation à travers l'ambiguïté. Parce que qu'est-ce qui est Talfiri? Qu'est-ce qui est fusion? On ne sait pas. N'importe quoi peut être déterminé comme fusion. Mais en créant, en renforçant cette idée de, on est toujours dans ce changement-là, puis on est toujours dans cette, dans cet espace de créer une identité unique iranienne post-révolutionnaire à travers la musique fusion. Là, les musiciens sont capables de négocier avec le ministère de la Culture. De l'autre côté, le ministère de la Culture est constamment dans une situation où, et d'ailleurs, dans les années 80, il voulait vraiment contrôler tout. Mais là, ce qui est arrivé dans les années 2000 puis 2010 était de faire une compétition contre l'industrie de musique iranienne à l'extérieur de l'Iran en intériorisant la consommation de la musique à l'intérieur du pays. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disaient comme, ben là, maintenant, comme la musique rock n'était pas acceptable, mais certaines musiques rock est acceptable maintenant, mais on l'appelle la musique comme pop Talfiri, par exemple, comme pop fusion. Et là, ils peuvent accepter, puis ils peuvent garder les musiciens iraniens, les spectateurs iraniens à écouter la musique qui est produite à l'intérieur de l'Iran à la place de l'extérieur de l'Iran. Fait que ça, c'est comme une façon de d'utiliser cette ambiguïté là pour créer une connexion, une communication hégémonie contre hégémonie. Moi, j'aime pas le mot contre hégémonie parce que c'est vraiment dans un conflit contre hégémonie, mais là on est vraiment dans une négociation constante. Ouais, parce que juste pour un petit peu de contexte, essentiellement, il y a les artistes, musiciens quittent l'Iran pour pouvoir produire de la musique comme ils le veulent. Puis là, j'imagine que cette musique-là qui est produite à l'extérieur de l'Iran, comme ça, revient au pays et est consommée par les Iraniens. Oui, absolument. C'est pas de la musique qui est approuvée par le gouvernement. Donc, c'est une négociation de l'interne gouvernemental avec l'externe qui est comme le restant du monde, mais qui est quand même la diaspora iranienne. Mm-hmm. Autre pays. Mm-hmm. Mais ça vient, par exemple, à l'extérieur de l'Iran, comme plusieurs de musiques sont comme de musique de pop qui touchent au sujet comme sensible, des causes sensibles des gouvernements. Par exemple, le sexe, l'amour, comme tout ce qui est comme comme la voix des femmes. La voix des femmes seule n'est pas comme acceptée en Iran. Mais par exemple comme une façon de jouer avec cette maslahat, c'est comme le bien-être de gouvernement ou de régime, c'est le gouvernement dit oui, la voix des femmes qui chantent des paroles est illégale, mais si les femmes chantent sans paroles, elles peuvent chanter toutes seules. Et donc nous avons par exemple des artistes iraniens qui
produit comme de solos, comme qui écrit des solos pour des femmes, pour chanter, pour être accepté dans le système gouvernemental. L'autre façon, par exemple, de négocier cette ambiguïté de voix de femmes, c'est si, par exemple, il y a une bande qui s'appelle Damahi, puis ils ont une chanson qui s'appelle Niaz. Puis cette chanson est chantée par un homme, mais par un homme qui a une voix assez aiguë. Et donc, ça, comme quand tu écoutes la musique, t'es comme, oh, c'est une femme qui les chante, mais c'est un homme qui les chante. Et donc, techniquement, c'est comme, esthétiquement, c'est comme, oui, tu es en train d'écouter une voix de femme, mais techniquement parlant, c'est une voix d'homme. Et donc, c'est à travers, c'est comme, parce que tout n'est pas clair et comme la loi est bizarre et ambiguë, il y a toujours comme des façons de contourner, même pas contourner, c'est de manipuler pour avoir le type d'esthétique que tu veux présenter. Puis en présentant ce type d'esthétique-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça pousse l'esthétique, parce que dès qu'on entend quelque chose, on peut pas enlever ça de notre tête. Fait que ça se normalise. J'ai une petite dernière question pour toi. Tu parles que t'es de normalisation, puis une fois que comme une esthétique est jetée dans le monde, c'est extrêmement difficile de l'enlever. Est-ce que le pari du gouvernement de l'ambiguïté, c'est un pari perdant? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, ils vont toujours devoir comme s'adapter et changer, et éventuellement les goûts du peuple vont comme se faire entendre d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est vrai. Mais je pense pas que c'est un pari perdant, parce que finalement, il garde le main haut avec l'ambiguïté. Avec cet espace de comme, oui, on négocie certaines choses, mais on garde notre idéologie toujours comme au centre. Fait que l'idéologie islamique va rester, c'est juste que l'idéologie islamique va accepter telle chose de telle manière, mais pas d'autre manière. Fait que c'est un rapport de pouvoir quand même. Puis c'est un rapport de pouvoir où le gouvernement reste, à la fin, le gouvernement reste en haut de contrôle de la culture d'un certain point. Pas toujours, parce que il y a plein on peut parler de rapports culturels, mais dans cette utilisation de l'ambiguïté par le gouvernement, même si c'est pas conscient. Comme le gouvernement iranien n'est pas toujours conscient qu'ils utilisent l'ambiguïté comme une forme de pouvoir. Oui, ils ont de l'instant de l'instant pour comme décider le bien-être de régime, mais c'est vraiment beaucoup plus intégré dans le système en tant que tel. Est-ce que de l'espoir de sortir de cette ambiguïté-là puis d'avoir de quoi de plus de moins incertain? Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est à travers l'ambiguïté, il y a toujours une négociation qui bouge les pratiques culturelles vers quelque chose de plus intéressant. On peut parler de résistance. C'est le mot que l'académie en général adore, comme oh oui, les Iraniens sont en train de résister. Puis moi je dis toujours, les jeunes Iraniens ne se réveillent pas à chaque matin en se demandant comment je vais résister le gouvernement aujourd'hui. Comme sors-les de vos têtes. Ce n'est pas ça. C'est à travers des changements culturels qui arrivent doucement un jour à la fois. Raymond Williams parle de long revolution, la révolution longue, puis il parle de la culture comme une révolution longue. Puis on peut ajouter l'ambiguïté comme un élément qui nourrit cette révolution longue. Pourquoi? Parce que ça aide aux gens à
à constamment être en négociation avec un gouvernement rigide que à l'extérieur on pense ils sont pas flexibles, mais à la fin ils sont en train de constamment changer parce qu'ils utilisent eux-mêmes l'ambiguïté pour constamment s'adapter puis rester au pouvoir. Donc l'ambiguïté, ça se résiste pas, mais ça se négocie. Ça se négocie constamment. Puis c'est utilisé comme un outil de négociation, je trouve. Ben merci Siavash, c'était super intéressant. Merci à toi.